Bonjour, bonjour. Vous êtes dans le podcast Let's Talk. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui, on vous parle de FinOps avec FinOps, donc qui est la contraction de finances opérationnelles. Et avec nous, nous avons Bernard, consultant en FinOps depuis 5 ans. Alors, salut Bernard, très contente que tu sois là. Comment vas-tu? Très bien, merci et bonjour à tous. Et le plaisir est vraiment partagé. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher. Super. Bien, écoute, ravi, alors que le plaisir soit partagé. Bernard, si tu pouvais nous parler de toi brièvement, qui es-tu? Alors, j'ai 52 ans aujourd'hui déjà et ça veut dire que je sévis déjà depuis un petit moment dans les métiers informatiques, hein, presque 30 ans. Et j'y suis venu un peu par hasard parce que c'était pas du tout ma formation d'origine. J'étais dans le secteur agronomie. Et en fait, en cours de route, je suis devenu passionné de l'informatique. Et donc j'en ai fait mon métier par la suite avec des cours du soir. Et puis je me suis orienté dans les métiers plutôt techniques, donc infrastructure, production, opération IT. D'abord, j'avais des mains dans le cambouis comme ingénieur système. Et ensuite, plutôt comme responsable, manager, voire directeur. D'accord. Et il y a un petit tournant qui m'a amené à faire du FinOps. En fait, il y a 5 ans, j'ai perdu mon emploi. Donc ça a été un choc, ça a été un choc pour moi. Finalement, je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à faire du FinOps. C'était l'époque où ça démarrait, le mot FinOps venait d'être inventé, c'était le tout début. Donc ça a été un gros changement pour moi. Je me suis éclaté à faire revenir dans des activités plus opérationnelles. Mais c'est un métier qui démarre et donc il y avait tout à construire. On partait d'une feuille blanche. Euh, voilà. Et en fait, j'avais déjà fait un peu ce genre de choses avant. D'optimisation du cloud avec mes équipes dans les années précédentes. Mais ça ne s'appelait pas des FinOps. C'est juste que à ce moment-là, il y a une cristallisation sur le marché. Et en fait, ça a démarré avec la fondation FinOps et plein de choses. Donc, bah, écoute, merci pour cette présentation bien précise. Mais alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, Bernard, dans le privé, c'est comment? Donc, et pour le savoir, bah, par exemple, tu pourrais nous dire quel est ton film préféré et pourquoi? Alors, ça ne va pas nous rajeunir. Mon film préféré, il faut remonter en 1963. Alors, même moi, j'étais pas né, hein, c'est pas ma génération. C'est Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner avec les inoubliables dialogues de Michel Audiard, pour ceux qui les reconnaissent, hein, avec des citations pleines de poésie comme les cons, ça roche tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Et en fait, j'aime beaucoup ce film. Bon, il y a les dialogues, évidemment, mais parce que c'est un film en trompe-l'œil, en fait. On pourrait croire à un polar classique, en noir et blanc en plus. Mais en fait, du fait des dialogues, qui sont vraiment exceptionnels, c'est très drôle, c'est une vraie comédie. Et puis le jeu des acteurs et la musique qui accompagne le tout, c'est juste parfait. Et donc ça fait un mélange inoubliable. Euh, mais ce charme-là est très français et très difficilement traduisible. Et j'ai une petite déception, c'est que ma femme en fait est anglophone D'accord. et j'ai pas réussi à lui faire comprendre pourquoi c'était drôle. Voilà. D'accord. Et donc, si on devait faire un lien avec Bernard qui kiffe, si on peut s'exprimer de cette façon, les tontons flingueurs et le Fine-Ops, est-ce qu'il y en aurait un ou pas? Ou c'est Euh, plusieurs facettes de ta personnalité, tout simplement, peut-être. non, je pense que c'est juste, oui, on a des centres d'intérêt qui peuvent être très variés et autant j'ai toujours travaillé dans de la technologie, et autant j'apprécie des films rétro. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Peut-être peut-être un trait d'union, c'est que je suis quand même en termes de personnalité et contrairement aux apparences, Mhm. malgré l'air sérieux et tout, je suis ce qu'on appelle un kidult, quelqu'un Alors, qui faut est expliquer. un adulte qui est resté un enfant. Ah, Ouais, d'accord. ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, Hmm. je joue encore à des petits jeux vidéo, hein, pas des trucs Call of Duty, etc., hein, des petits trucs rigolos, quoi, des Mario Kart, des machins comme ça. Voilà. D'accord. Bon, bah, franchement, super. Ben, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé ça.
Donc, ça nous donne, ça nous permet de te voir sous un autre angle aussi. Donc, effectivement, ça vient casser le petit côté sérieux et puis nous permettre de creuser et de découvrir une âme d'enfant. Et on sait que les enfants sont aussi proches de l'imaginaire et de l'innovation, pour le coup, puisqu'ils se permettent d'être créatifs. Et peut-être cette créativité, tu l'as retrouvée un petit peu dans le FineOps, peut-être. Donc, comme vous l'avez compris, dans ce podcast, on vous parle IT et notamment donc FineOps. Et donc, c'est une méthode pour optimiser les coûts du cloud, donc en alignant dépenses et besoins opérationnels. Voilà. Donc, alors, pour toi, le FinOps, alors, le sujet aujourd'hui, c'est de dire que le FinOps est important, si ce n'est essentiel dans le monde de l'entreprise. Et donc, tu vas nous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que je vais te donner la parole tout de suite. Et je vais t'écouter attentivement pour, euh, pour te laisser argumenter sur ce sujet-là. À toi la parole, Bernard. Merci. Alors, le FineOps, déjà, peut-être un petit mot sur le parcours ou de quoi on parle. D'un point de vue, alors le métier ou la notion de FineOps, on parle souvent de coût, mais ce n'est pas que le coût. J'y reviendrai, mais c'est aussi un changement de culture. Le FineOps, c'est tout simplement de tirer la meilleure valeur de son investissement et de ses dépenses dans le cloud. Donc, ça veut dire pas de gaspillage, ça veut dire des économies, c'est vrai, mais ça veut aussi pas dire s'intéresser au rapport qualité-prix, tout simplement. Voilà. Après, en termes de parcours de personnes, il n'y a pas de FinOps prédéfini. Comment on devient FinOps? Moi, je l'ai mentionné dans mon cas, c'était venu un peu par hasard suite à un tournant professionnel. Mais en fait, dans le métier FinOps, il y a trois grandes influences. Les gens qui font du FinOps viennent en trois familles de parcours. D'abord, il y a les gens qui sont comme moi, qui ont un parcours plutôt informatique, parfois technique, pas toujours. Et puis, il y a ceux qui sont plus, qui ont des profils de financiers, type contrôle de gestion notamment. Et d'autres, enfin, ont plutôt des expériences managériales, en direction de projet, des choses comme ça. Et donc, sont familiers de la gestion de changement, de ce genre de changement de culture. Après, donc, du coup, selon son parcours, il va quand même falloir avoir des notions de cloud. Pas besoin d'être un expert, mais il faut avoir des notions, notamment sur les modèles financiers qui sont derrière, ce que ça implique en pratique. Il faut être à l'aise avec les outils de calcul, hein. Un champion d'Excel, Power BI, des outils comme QuickSight, on n'est pas obligé de les connaître au départ, mais il faut s'y mettre rapidement. On a besoin d'un couteau suisse dans la poche dès le début pour avoir des réponses. Et puis, il y a des compétences clés dans le domaine managérial. Il faut avoir la capacité à traiter avec le management, les exécutifs, le C-level, sur des sujets comme tout simplement pour leur faire percevoir l'intérêt d'investir dans ce travail, dans ce métier FinOps, ou pratiquer la gestion de changement ou animer une communauté, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent s'y mettre, je peux que recommander d'aller voir la Fondation FinOps. Hein, c'est sur finops.org sur le web. Il y a notamment, pour démarrer, il y a une certification practitioner. C'est assez facile à faire. Ça s'apprend, il y a une journée de cours maximum, sans prérequis. Et ça permet vraiment d'avoir déjà une bonne base pour démarrer. Et voilà. Donc, tu disais tout à l'heure dans le contexte entreprise, pourquoi c'est important ou Oui, alors comment. c'est le sujet d'aujourd'hui. Tu vas nous dire pourquoi est-ce que c'est important, si ce n'est essentiel aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Tout simplement parce que les entreprises investissent énormément d'argent dans le cloud. C'est devenu pour la plupart des directions informatiques une des principales préoccupations à côté de la cybersécurité. Hein, tous les programmes de Move to Cloud. Je vois que la cybersécurité qui a ce niveau d'attention depuis plusieurs années. Et les sommes engagées sont très importantes. Et on constate, que ce soit dans des études de Gartner ou
au quotidien quand on s'intéresse au sujet comme FinOps, qu'une partie très importante de ces sommes est tout simplement gaspillée. On estime que ça peut facilement 30%. Donc, au niveau mondial, ça fait des milliards et des milliards de dollars, parce que les chiffres d'affaires des grands fournisseurs cloud a explosé ces dernières années. 30% de cette manne-là, c'est colossal. Et ça, c'est du pur gaspillage. Et donc, le FinOps s'intéresse beaucoup à ça. Et sur cet angle, d'ailleurs, ça amène à aussi regarder les choses avec le GreenOps. Tout simplement parce que quand on n'utilise pas des ressources informatiques, on économise de l'électricité, voire des ressources carbonées. Donc c'est souvent ça peut se rejoindre. Et alors c'est peut-être pas au tout début quand on commence le FinOps, on sera pas assez mature et assez expérimenté, mais par la suite il y a une convergence entre les deux à mettre en place. Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu pour le côté du côté des enjeux. Après, moi je suis un garçon pratique, donc j'aime bien resituer les choses dans un contexte actionnable, comme disaient les anglo-saxons. Et pour démarrer, en fait, pour ceux qui se posent ces questions, comment je démarre et qui se disent oui, bon, c'est bien beau, mais les gardeners, etc., très bien. Maintenant, comment je fais au quotidien? De ce que j'ai appris de ces dernières années, la première chose, je dirais, c'est de ne pas se disperser. Je veux dire par là, on choisit ses priorités parce que partout, dans toutes les entreprises, le FinOps a démarré from scratch, comme disent les geeks, à partir de rien. Donc, souvent, il y a encore des grosses sociétés qui ne fonctionnent qu'avec une seule personne pour animer ce rôle et cette fonction. Il y a beaucoup de sociétés qui ont tout simplement personne pour s'en occuper. Donc, au départ, ne pas se disperser, choisir ses batailles, parce que c'est celle-là qu'on va rendre visible à la direction, au management, aux utilisateurs, aux clients. Et en fait, on va pouvoir gagner en crédibilité si on montre des résultats. Donc, il faut choisir des sujets qu'on va pouvoir traiter, qu'on va pouvoir faire aboutir dans un délai assez court. Ça permettra de gagner en fait l'adhésion du top management. Et ça sera très utile par la suite quand on sera un peu dans le dur du sujet, sur la gestion du changement, qu'il y aura des arbitrages un peu délicats à prendre. Si le FinOps a déjà montré sa capacité à apporter un bénéfice concret à l'entreprise. D'accord. Et du coup, en pratique, du coup, il faut déjà regarder des choses. Alors, il y a des choses à engager s'il y a des prérequis. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la fondation FinOps. La fondation fait un framework documenté qui est très, très utile, comme un peu dans le même ordre d'idée ou d'utilité que ce que font Azure ou AWS avec les frameworks cloud. Et ce framework est découpé en capabilities, en capacités opérationnelles. La première d'entre elles, c'est de s'assurer une bonne compréhension, une bonne visibilité de tous les coûts du cloud. Et ça, c'est pas évident. Quand on va à un restaurant, qu'on paye avec sa carte bleue à la fin, on a un ticket de caisse et on sait exactement, on sait faire la répartition du prix par plat, par personne, ce qu'on veut. Faire l'équivalent avec le cloud, ça va déjà nous prendre quelques temps. En fonction du contexte et du nombre de ressources qu'on met dessus, quelques semaines à quelques mois. Et ça va demander un peu d'outillage. Donc ça, c'est le premier chantier à lancer, il faut le faire dès que possible pour qu'il puisse aboutir, parce que c'est un peu la base de tout. À la suite de quoi, on pourra commencer à avoir ce qu'on appelle une allocation des coûts, c'est-à-dire tout simplement en gardant l'image du ticket de caisse au restaurant, on sera capable de décomposer un peu le menu de ce qu'on a mangé et qui a consommé quoi. D'accord. Ça va être clé par la suite parce qu'on va pouvoir, à partir de choses comme ça, on peut développer des tableaux de bord, on peut développer des anomalies sur les alertes, des alertes sur les anomalies, pardon. Et puis, on va développer en fait une responsabilisation
des différents acteurs dans la consommation du cloud. Donc ça, c'est le premier chantier. Et j'ai un peu évoqué en fait le deuxième à lancer tout de suite. C'est le changement commencer tout ce qui est changement de culture. La gestion de changement, ça prend du temps sur quelque chose comme ça. Quand les entreprises sont passées au cloud, ça a été un grand virage, une bouffée d'oxygène, comme on veut, pour les équipes techniques. Qui se sont rendus coup, auparavant, dans le monde du data center, on passait commande, on devait attendre, on devait faire valider par des comités d'architecture, voire par des services achats, tout approvisionnement. Dans le cloud, c'est bien sûr complètement différent. Tout ça va très vite. L'ingénieur a la main sur la gâchette ou sur le clic de souris plutôt. Et il est capable d'engager des dépenses importantes tout de suite. Donc, il avance vite dans son projet. Et ce pli-là a été pris rapidement dans les différentes entreprises. Aujourd'hui, il faut un petit peu réfléchir à la trajectoire là-dessus. Il y a un changement de culture. Et donc, il faut identifier tous ces acteurs dans l'entreprise, se faire connaître comme FinOps, et puis commencer à engager le dialogue, comprendre ce que font les gens, leur expliquer ce que c'est que le FinOps, ce que ça peut leur apporter. Il faut développer le réseau professionnel du FinOps dans les entreprises, surtout quand c'est des grosses entreprises. Voilà. Et il ne faut pas se limiter aux interlocuteurs techniques. Hein. Je parlais des ingénieurs, mais il faut aussi aller voir les directions financières et le management, bien sûr, toujours pour développer l'adhésion et le sponsorship. Voilà. Donc tout ça, évidemment, on démarre au début, ce sera modeste, et il faut le faire grandir par la suite. C'est très itératif, et le FinOps, c'est pas quelque chose qu'on fait one shot, c'est pas un projet qu'on fait une fois, c'est vraiment un voyage. C'est quelque chose qui est là pour durer. C'est une culture finalement. Absolument, c'est une culture. C'est une culture, et au-delà. Il y a besoin de temps pour s'implémenter, tout simplement, se mettre en place. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut commencer raisonnable, pratique, avec des choses abordables, et puis petit à petit, par itération, il faut aller un peu plus grand, un peu plus ambitieux, adresser des périmètres plus larges, rencontrer plus de gens, et partager, communiquer beaucoup sur cette culture. Ouais. Oh. Très bien. Du coup, est-ce qu'on passe aux questions pour un expert, ou tu veux ajouter quelque chose, Bernard? Un petit mot peut-être en parallèle du plan d'action que je viens de partager finalement. En fait, on a besoin de s'acheter du temps au début. Donc pour ça, il n'y a rien de tel que d'identifier les quick wins. D'identifier les quoi? Quick wins? Ouais, des quick wins. Les actions rapides à mettre en place qui vont produire des résultats démontrables. Voilà. Et donc clairement, il y a des mots magiques. Hein, on va pas pouvoir trop rentrer dans le détail, mais il faut mettre en place du start and stop, c'est-à-dire arrêter automatiquement les ressources quand elles ne sont pas utilisées, la nuit, le week-end. Ça a l'air tout simple. Oui. Ça a l'air tout simple, mais c'est extrêmement efficace en termes Non, mais de. c'est intéressant, je trouve, si tu donnes. Non, je trouve au contraire, si tu veux bien partager des exemples comme ça nous donne une idée un peu plus concrète de cette culture à mettre en place. Il y a beaucoup de ressources dans le cloud sont arrêtables quand on ne les utilise pas. Et c'est pas toujours automatique. Donc, quand c'est automatique, il faut activer les automatismes. Et quand ça l'est pas, il faut mettre en place un système qui n'est pas très compliqué, qui permet simplement de les arrêter sur la base d'un horaire défini à l'avance. Par exemple, on arrête la nuit, on arrête le week-end, voire les deux. Et ça permet de gagner très facilement 70% du coût. 70%? Oui, parce que dans un data center, on peut laisser tourner les serveurs la nuit. Ça ne change pas grand-chose à la facture finale, en fait. Mais dans le cloud, si vous l'arrêtez la nuit, la nuit et le week-end, ça représente 70% du temps dans une semaine type. C'est énorme. C'est énorme. C'est simple et très efficace. Donc, c'est vraiment le premier truc à regarder.
Après, on peut aussi faire des réservations. Donc ça, c'est un mot qui est apparu avec le cloud. Hein. La réservation, c'est en fait un engagement financier. On va dire, je m'engage à consommer telle quantité de ressources pendant un certain temps. On échange de quoi? On a une remise. Voilà, donc ça, c'est facile à faire. Ça ne demande pas de changement technique. Le FinOps est autonome pour le faire. Il faut juste s'assurer de maîtriser ce qu'on fait, et pas prendre trop d'engagement au début. Voilà. Et puis ensuite, il y a un dernier point très pratique à actionner, c'est la gestion des licences logicielles et des SLA, des niveaux de service. Les licences dans le cloud sont extraordinairement chères. C'est un tarif de voleur, il n'y a pas d'autre mot. Donc il faut arrêter autant que possible de payer les licences en pay-as-you-go. Et il faut les payer à l'ancienne avec son contrat de licence Microsoft, par exemple, notamment sur la licence de type Windows et SQL, et faire ce qu'on appelait il y a déjà longtemps du Bring Your Own License. On réutilise les licences on-premise dans l'univers du cloud. Ça marche partout, c'est possible. Ça génère très vite de belles économies. Question pour un expert, Bernard. Alors, quelles sont les dernières tendances et innovations dans le domaine, dans le FinOps? Alors, comme je disais, c'est un métier jeune, donc l'écosystème est en effervescence complète depuis quelques années. Alors, il y a beaucoup d'agitation, de création d'entreprises et d'initiatives autour de la mise au point et de la vente de solutions pour faire du FinOps, pour automatiser. Alors, ces solutions sont plus ou moins efficaces. C'est pas toujours simple à mettre en œuvre, loin s'en faut. Mais je trouve que l'important aujourd'hui n'est pas là, en fait. Je crois que c'est la mise au point et le lancement, il y a quelques semaines, d'un modèle open source, d'un modèle de données open source pour les données de billing et de facturation du cloud, ce qu'on appelle en fait Focus, qui veut dire FinOps Open Cost and Usage Specification. Donc, c'est supporté, mis au point, animé par la fondation FinOps. Mais les trois grands acteurs du cloud, hein, Microsoft, Google et Amazon participent et supportent. Et en fait, même le quatrième, Oracle, fait aussi partie de Focus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est parti pour devenir un standard et qui devrait, on espère, à terme, permettre de simplifier ou d'homogénéiser, en tout cas, les données, de manière à ce qu'on puisse faire plus facilement des comparaisons d'un cloud à un autre, ou d'un client à un autre, ou réutiliser plus facilement les mêmes outils. Parce qu'aujourd'hui, les jeux de données sont quand même, et les modèles de données sont quand même complexes et changent bien sûr d'un cloud à l'autre. Voilà. Donc tout ce qui est harmonisation, tout ce qui est automatisation, tout ce qui va pouvoir faciliter la transparence vont vraiment dans le bon sens. Et ça, c'est une tendance forte ces derniers temps. D'accord. Donc, j'imagine qu'à titre personnel, tu fais une veille sur le sujet pour être... Oui, oui. Ouais, tout à fait. D'accord. Très bien. Et quelles sont tes sources de veille, justement, pour qu'on puisse aller regarder, s'il y en a qui ont envie d'aller regarder? Alors, il faut regarder. Alors, pour ceux qui ont l'occasion de voyager, il faut aller aux conférences FinOps. Alors, il y avait FinOps X. Jusqu'à maintenant, c'était seulement aux États-Unis. Mais bonne nouvelle, cette année, il y aura une édition au mois de novembre en Europe, à Barcelone. D'accord. Donc, tout FinOps qui se doit d'y être. Et donc, on a des informations de première main, en l'occurrence, on peut rencontrer les gens qui travaillent sur le sujet. Après, on n'est pas obligé de voyager. Hein. La Fondation FinOps publie les conférences quelques semaines après sur YouTube, sur leur chaîne. Donc, il y a déjà plein de sessions sur le sujet Focus depuis un an. Et toujours sur le site finops.org, on peut facilement s'inscrire dans les groupes de travail. Donc, il y a les spécifications qui sont disponibles. On peut aussi participer au groupe de travail si on a un peu de temps pour s'investir et participer à la définition des évolutions et des prochaines versions. Voilà.
Donc, c'est l'open source. Il y a vraiment tout est accessible si on a un peu de temps pour se l'approprier. Chez les cloud providers, les jeux de données Focus sont disponibles, au moins pour Azure. C'est disponible depuis quelques jours, donc c'est pas vieux. Les outils FinOps n'ont pas encore adopté Focus, mais ça va venir. Je sais que c'est dans la roadmap de tous les outils principaux. D'accord, très bien. Ben, écoute, merci pour le partage. Bernard, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais éliminer dans le monde de l'entreprise? Si j'avais une baguette magique, je crois que j'éliminerais l'hypocrisie, les jeux de pouvoir internes, ce qu'on appelle la politique interne. Une chose. Alors là, ça fait Mais, beaucoup. c'est une baguette magique puissante. D'un Puissante. geste, on dégage plein de choses. D'accord. Après, bon, ça se. Non, mais Ça se remarque. l'hypocrisie, c'est déjà bien. C'est l'hypocrisie. Alors, Moi, j'appelle. explique-toi. Alors, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde de l'entreprise? C'est dû à quoi? Ça se manifeste comment? Ah bah oui, bah. J'apprendrai rien à personne. Trop souvent, les gens disent pas ce qu'ils pensent. Peut-être, ça peut arriver que ce soit pour de bonnes raisons, mais ça reste à démontrer, je trouve. Et ce serait beaucoup plus facile, en fait, si les gens abordaient les problèmes pour les résoudre. Quand on les aborde pas, quand on ne parle pas d'une difficulté ou d'un point de vue différent, c'est difficile ensuite de travailler dessus. Voilà. Et le monde de l'entreprise, par sa taille, par les jeux de rôle qui se constituent, favorise extrêmement ces comportements. Et les sentiments personnels, les ambitions des uns et des autres, des questions d'organisation. Il y a des contextes sociaux parfois compliqués, avec des réorganisations, des externalisations. Bon, tout ça favorise énormément ce manque de franchise. Je le déplore. Et c'est pour ça que je réponds ça à la baguette magique, parce que la baguette magique, malheureusement, elle n'existe pas. Et je sais, je ne me fais pas d'illusions. Donc, on a le droit de se faire plaisir et d'imaginer qu'elle existe. Voilà, c'est exactement ça. Alors, si tu avais un leitmotiv préféré, quel serait-il? Alors, vous avez échappé à la citation de Michel Audiard, quand même. Mais je vais plutôt vous dire you cannot manage what you cannot measure. On ne peut pas gérer ou optimiser ou ce que vous voulez, ce qu'on ne peut pas mesurer. Et ça, c'est devenu un peu mon leitmotiv depuis 5 ans. C'est extrêmement vrai dans le milieu de FinOps, c'est vrai pour plein de choses. Et ça s'applique particulièrement à tout ce que je décrivais tout à l'heure. Aux phases de début, quand on démarre une activité FinOps, il faut absolument arriver à organiser, modéliser toutes ces données pour pouvoir en tirer quelque chose et pouvoir agir dessus. Très bien, merci. Et dans la vie personnelle, ça donne quoi, ce leitmotiv concrètement, comment est-ce qu'il te guide dans ta vie personnelle? La vie personnelle, c'est différent. On ne manage pas sa vie personnelle comme sa vie professionnelle, heureusement. Donc, c'était un leitmotiv adapté à la vie professionnelle. Et donc, Oui. en plus général, plus généralement, est-ce que tu as un leitmotiv qui te booste, qui te motive, te stimule au quotidien? On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Ça, c'est personnel et professionnel. Voilà. Ouais, c'est pas mal aussi. Bon, bah, super, merci. Merci pour ta franchise. Eh bien, écoute, Bernard, je te remercie infiniment pour ce partage. Merci aussi à vous d'écouter ce podcast. Et Merci à tous. voilà, n'hésitez pas donc à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Bernard, est-ce que tu partages des choses sur les réseaux sociaux qui pourraient intéresser les personnes qui vont regarder ce podcast? Alors, on peut me suivre sur LinkedIn. De temps en temps, je poste des petites choses sur Focus ou sur le Cloud FinOps, en effet. D'accord. Bon, bah voilà. Eh bien, super. Alors, bah, écoutez, voilà, d'autres invités viendront aussi partager sur d'autres sujets tout aussi passionnants. Restez connectés. Merci Bernard. Et ciao.
Merci, bonne journée. Bonne journée à toi.